Bonjour à tous et à toutes, on va terminer le cours sur la réaction de précipitation. On avait fait les deux grandes premières parties et on va attaquer aujourd'hui et terminer ce cours avec la partie 3. Donc la partie 3 qui va concerner les facteurs de solubilité. Les facteurs de solubilité, alors on va voir dans cette partie qu'est-ce qui peut influencer la solubilité d'un composé, c'est-à-dire si par exemple vous avez des ions, comment ces ions-là vont être solubles, c'est-à-dire sous forme de complexe ou alors en forme d'ion. Je vous rappelle que s'ils passent sous forme de précipité, on baisse en solubilité. D'accord ? Le premier facteur évident, celui qu'on va toujours regarder en premier quand on regarde les facteurs d'influence, c'est évidemment l'influence de la température. Ça, c'est vraiment le facteur qu'on va regarder pour voir comment évolue une relation. Donc, je vais vous présenter la relation de Van 't Hoff. Donc, certains d'entre vous peuvent la connaître, d'autres non. Voilà, donc c'est une très grande loi, très classique en thermodynamique, d'accord ? C'est la loi de Van 't Hoff. Alors, elle n'est pas à savoir, mais elle nous aide en fait à sortir des tendances. Donc là, concernant la solubilité et la température. Donc, qu'est-ce que c'est que la loi de Van 't Hoff ? Donc, je passe très rapidement sur l'historique de cette loi. Elle s'exprime de cette manière-là, c'est-à-dire que pour toute réaction chimique, vous pouvez exprimer le d de Ln d'une constante, donc par exemple ici, c'est le Ln de la constante de solubilité, en fonction de la température, donc des dérivés, et ceci en fonction ici de l'enthalpie de la réaction. Voilà, donc l'enthalpie, c'est une donnée thermodynamique, encore une fois, qui va nous permettre de classer la réaction que vous étudiez. En fonction de l'enthalpie de la réaction, d'une constante ici qu'on ne nommera pas, mais on n'en a pas besoin. Et surtout, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on voit qu'on a aussi la température. Voilà. Cette loi de Van 't Hoff, en fait, elle permet deux choses. En fait, il y a deux cas. Donc, delta HR, je vais vous l'écrire quand même. Delta HR, c'est ce qu'on appelle, donc, vraiment par définition, c'est l'énergie ou l'enthalpie standard. Ça, c'est vraiment par définition, si jamais vous retombez dessus pour pas que vous soyez surpris, de la réaction. Et ici, on regarde la réaction de dissolution. Voilà. Donc ça, c'est pas à savoir, c'est vraiment pour dissolution. C'est vraiment pour vous illustrer comment votre température va pouvoir avoir une influence sur votre solubilité. Alors, delta HR, en fait, il y a deux cas. Si votre enthalpie, delta HR, est positive, donc souvent, on vous dit delta HR positif, vous avez une réaction qui est endothermique. Donc c'est-à-dire que c'est une réaction qui va consommer de la chaleur. D'accord ? Donc ça veut dire que pour dissoudre votre sel, il va vous falloir de la chaleur. Donc par exemple, je prends un exemple tout bête, la dissolution du sel dans l'eau, si vous rajoutez beaucoup de sel, votre eau va refroidir parce que la dissolution va consommer de l'énergie dans votre eau. Et évidemment, ça va faire refroidir votre solution. Donc si vous avez besoin de chaleur, donc si vous avez une enthalpie positive, donc une réaction endothermique, il va vous lui falloir de la chaleur justement pour ce faire. Donc forcément, si vous augmentez la température, si T augmente, alors votre Ks, il va augmenter, et surtout, votre solubilité va augmenter. Plus vous allez augmenter la température, plus vous allez augmenter votre solubilité. D'accord ? Si vous regardez sur la loi de Van 't Hoff, c'est pour ça qu'on l'écrit en haut, ici, là, si vous avez quelque chose de très petit ici, il va vous falloir quelque chose de très grand ici. D'accord ? Donc si vous voulez avoir quelque chose pardon, de très grand ici, il va vous falloir augmenter cette température. Alors retenez juste ça. Si votre réaction a besoin de chaleur, forcément si vous augmentez la chaleur, votre solubilité va augmenter. A l'inverse, si votre réaction est dite exothermique, c'est-à-dire qu'elle libère de la chaleur avec une enthalpie négative, si vous augmentez la température, vous allez diminuer le Ks et la solubilité. D'accord ? Donc là, vous êtes dans le cas d'une réaction, donc ça c'est une abréviation pour réaction, donc c'est une réaction endothermique. Voilà. Et ça c'est une réaction exothermique. Voilà. Retenez juste ça. Si elle est endothermique, c'est qu'elle va consommer de l'énergie. Donc forcément, si vous lui apportez de l'énergie sous forme de chaleur, elle va être d'autant plus augmentée.
Une réaction qui va être exothermique va libérer de la chaleur, donc si vous lui redonnez de la chaleur en plus, ça va lui compliquer la tâche et la solubilité va diminuer. Ça, c'est vraiment le premier exemple. Voilà. Les réactions exothermiques en dissolution, il y en a vraiment très très peu. Hein. Si vous voulez des exemples en endothermique, comme ça pourrait être CuSO4, comme je l'ai dit tout à l'heure, NaCl. Vous avez même des réactions du PbCl2, des choses comme ça, etc. Les réactions exothermiques sont vraiment très très rares. D'accord ? Donc, on peut généraliser, si vraiment vous voulez, à ça. C'est-à-dire que si vous augmentez la température, vous allez augmenter votre solubilité. Voilà. C'est pas quelque chose de gravé dans la roche, d'accord ? Mais comme 90%, 95% des réactions sont endothermiques, souvent on a tendance à dire que en augmentant la température, vous augmentez votre solubilité. D'accord ? Pensez tout de même qu'il y a des réactions qui sont exothermiques. Ça, c'est pour votre premier facteur d'influence sur la solubilité. Le deuxième facteur que vous pouvez rencontrer, c'est que par exemple, si vous avez une solution qui contient des ions A et B, qu'est-ce qui se passe si on rajoute un ion A ou un ion B ? Donc l'influence de l'ion commun. Si vous lui rajoutez encore des ions, qu'est-ce qui va se passer ? Ça, c'est votre deuxième facteur. Imaginez, soit une solution saturée de HgCl. Imaginez, vous avez une solution de HgCl à laquelle vous allez rajouter une concentration C. On ajoute par exemple du nitrate d'argent. Donc c'est HgNO3 à C mol. Donc on s'en fiche un petit peu de la concentration à C mol par litre. C'est-à-dire que elle a une concentration C en mol par litre. Donc si vous regardez bien, vous avez une solution saturée de HgCl, et si vous regardez bien ici, vous allez rajouter du HgNO3. Donc on remarque bien que vous avez déjà une solution qui est très saturée en précipité HgCl. Qu'est-ce qui va se passer si on lui rajoute encore des ions Ag ? Même si vous avez, vous voyez, qu'est-ce qui se passe si on rajoute un ion commun ? Donc ça, vous pouvez écrire l'équilibre que vous allez avoir en fait. D'accord ? Vous avez déjà du HgCl, voilà, HgCl solide, et en plus vous lui rajoutez du Cl-. Donc c'est-à-dire que vous pouvez écrire par exemple la réaction de dissolution. D'accord ? Si vous connaissez un peu la loi de Le Chatelier, vous savez que quand vous rajoutez une espèce d'un côté, l'équilibre va être fortement déplacé vers l'autre. Et inversement, si on rajoutait du HgCl, on va déplacer l'équilibre vers l'autre côté. Ça, c'est vraiment une loi en chimie qui est universelle un petit peu. Quand vous avez un équilibre entre deux formes, si vous lui rajoutez quelque chose d'un côté, la réaction va avoir tendance à aller de l'autre. Vous voyez déjà, une première vérification, c'est que si à votre équilibre de dissolution HgCl, vous lui rajoutez des ions Ag+, vous lui rajoutez ici avec le nitrate d'argent, et pas forcément, vous allez forcer la réaction à aller vers le HgCl. D'accord ? Si vous forcez la formation d'HgCl, vous forcez la formation d'un précipité, et le précipité ne fait pas partie de la phase aqueuse, donc en fait vous diminuez sa solubilité, vous allez le voir précipiter, c'est-à-dire sortir de la réaction, et donc votre ion Ag+, va être beaucoup moins soluble. D'accord ? Comment je pourrais vous écrire ça ? Donc, si on ajoute des ions Ag+, l'équilibre se déplace en sens inverse, d'accord ? Ça c'est ce que je vous ai montré, en sens inverse, donc ça c'est l'équilibre de Le Chatelier. L'équilibre se déplace en sens inverse. HgCl solide. Alors, vous en aviez déjà, vous êtes en équilibre. Donc la quantité
de précipité AgCl augmente. D'accord? Donc, en conclusion, donc si vous rajoutez, donc par effet d'ion commun, si vous rajoutez des ions communs, par effet d'ion commun, la solubilité diminue. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu la généralité. Si vous voulez écrire une loi, ça par contre, c'est une loi qui est vraiment universelle. Donc la solubilité solubilité, tout va bien, d'un sel peu soluble, donc voilà, donc d'un sel classique, quoi. La solubilité d'un sel diminue donc considérablement, parce que ça diminue vraiment beaucoup, hein, on fera peut-être considérablement des exercices là-dessus, vous allez voir, en présence d'une substance lorsque ces deux corps ont un ion en commun, par exemple. Lorsque ces deux produits, lorsque ces deux corps ont un ion en commun. Voilà, ça c'est sûr et certain. Pour ajouter un ion commun, la solubilité, elle va diminuer. D'accord? C'est-à-dire que vous allez former du solide. Voilà. Un petit exemple. Allez, hop. Un exemple pour vous montrer ça. On vous dit le produit de solubilité. Par exemple, du fluorure de barium, donc du BaF2, fluorure de barium. On vous dit que le Ks, par exemple, il est égal à 1,37 par 10 puissance moins 6. D'accord? On vous dit, par exemple, première question, calculer la solubilité de BaF2. D'accord? Alors, je vais juste calculer la solubilité molaire, voilà, ce sera beaucoup plus simple. Calculer la solubilité molaire S. Donc, pour faire ça, hein, vous avez votre équilibre ici de votre constante de solubilité qui est donnée, alors qui est définie par l'équilibre là. Hein. Vous avez du Ba de plus 2 F moins. D'accord? Ici, vous avez le droit d'écrire avec cette relation le Ks. Le Ks, il va être égal à quoi? Il va être égal à la concentration en Ba2+, fois la concentration F- au carré. D'accord? La solubilité, donc ce que vous avez ici, hein, vous allez avoir sous votre tableau, hein, rappelez-vous, si vous avez S ici, vous avez S ici, et ici vous avez 2S. D'accord? Ce qui fait que Ba2+, c'est bien S, fois F- qui est égal à 2S, au carré. Faites bien attention à ça. Donc ça vous fait du 4S3, si vous faites ça, et donc S va être égal à la racine de Ks sur 4, racine cubique. D'accord? Je vous remets l'étape intermédiaire. Hein. Du coup, vous avez votre Ks qui est égal à 4S3, d'où le S qui est égal à, vous ressortez votre S de ça. Si vous faites votre application numérique, vous devriez trouver que le S est égal à 7 par 10-3 mol par litre. D'accord. Si vous voulez calculer la solubilité massique, hein, vous faites fois la masse molaire. Et je vous laisse regarder, essayer tout, si vous avez envie d'essayer de trouver hein, la solubilité massique, attention, c'est la solubilité molaire fois
la masse molaire. Je vous laisse trouver la masse molaire, mais normalement, si vous avez bien trouvé votre masse molaire, vous devriez trouver 1,24 grammes par litre. Voilà, je passe là-dessus. Deuxième question qu'on pourrait vous poser, c'est, on vous dit que vous avez une solution, vous avez 1 litre de solution de BAF2. Voilà. On ajoute 1 mol de BaNO3 2 fois. Et donc on vous demande de calculer par exemple quelle est la nouvelle solubilité. S' de BaF2. Donc pour ça, en fait, vous repartez de votre équilibre. Vous savez que votre équilibre, c'est du BaF2 qui va être en équilibre avec du Ba2+, et 2F-. D'accord ? Donc si vous écrivez ça, juste avant d'ajouter ça, ce qu'on avait écrit avant, c'était quand vous êtes à T du premier équilibre, je vous avais dit que c'était S, S et 2S, ça c'est vrai. D'accord ? Si vous rajoutez, si vous êtes à T0 au moment où vous ajoutez, ça veut dire que vous êtes à S plus 1 ici. D'accord ? C'est-à-dire que vous avez votre solubilité plus 1 mol de BaNO3. D'accord ? Parce que c'est la quantité de matière des ions Ba2+. Donc vous avez la quantité de matière ici de la solubilité plus, pardon, on vous dit on vous rajoute 1 mol. Donc c'est S plus 1. Et même chose ici, vous avez 2S, par exemple, plus 2. Ah pardon, non, parce qu'on ne rajoute pas de fluor, excusez-moi. Ici, ça ne change rien, on est bien à 2S. Et si vous laissez évoluer votre réaction, vous faites un équilibre, ça veut dire que vous êtes à S plus 1 moins Y, ça veut dire moins ce qui sera en BaF2, et ici vous serez en 2S moins 2Y. D'accord ? Ça c'est votre... On définit Y juste, j'aurais pu dire XY. Voilà, c'est la même chose. C'est-à-dire que pour le deuxième équilibre, vous allez avoir moins Y et l'autre moins 2Y. Pourquoi je ne peux plus écrire... Ok. Imaginez votre nouvelle solubilité. Vous pouvez l'écrire, par exemple, on va poser la nouvelle solubilité S' qui va être égale à S moins Y. D'accord ? Donc ça veut dire déjà, première chose que vous pouvez vous dire, c'est que S' est plus petit que S. Parce que votre S', il est moins Y. D'accord ? Ici vous avez S moins Y, et ici vous avez S moins Y. Vous avez le droit, pardon, d'écrire ça. Donc en gros, si vous écrivez ça, si vous écrivez ici S', c'est S moins Y, c'est ce qu'on a perdu un petit peu après, votre KS, il va être égal au produit donc, de la concentration de Ba2+, donc ça veut dire S' plus 1, d'accord ? Je vous rappelle, S' c'est S ici moins Y, donc ça vous fait un S' plus 1, voilà. Et de l'autre côté, vous avez un 2SY, donc ça je peux le faire si vous voulez, Vous avez un 2 facteur de S moins Y, et donc ça veut dire 2S'. Et donc ça, forcément, ça va vous donner du 2S' au carré, parce qu'il ne faut pas oublier, vous avez un 2 ici. D'accord ? Tout ça, vous pouvez le mettre en facteur, ça vous fait du S' plus 1, si vous développez à côté, fois 4S' au carré. Je mets aussi des parenthèses, ça sera plus visible. 4S' au carré. Et rappelez-vous, tout à l'heure on a dit que le KS, en fonction de S,
tout au-dessus, juste ici, on a dit que le Ks, il était égal aussi à 4s³. Donc ça veut dire que votre constante de solubilité, donc là on l'a en fonction de x', on a vu tout à l'heure que c'était aussi égal à 4s³. Donc si vous développez tout ça, vous retombez sur des choses en fait qui vont vous aider à deviner la solubilité. D'accord ? Votre Ks précédent c'est 4s³. Vous avez une nouvelle expression en s' plus 1, 4s' au carré. Vous savez, ce qu'on a vu avant, que s' il est plus petit que s. Et ça, les solubilités, S, il était très petit, très petit, très inférieur à 1. On l'a vu là tout à l'heure, 7 par 10-3, c'est très petit. Donc si vous avez un S qui est petit, qui est à 10-3, et que votre S' est encore plus petit, ça devient vraiment très petit. Donc ça veut dire que, ici, si vous reprenez la relation du dessus, que votre 4S' au carré, il est, on va dire, à peu près égal à 4s³. D'accord ? Parce qu'en fait, si vous regardez, votre S' est très petit, donc ça veut dire que si vous faites S' plus 1, c'est-à-dire que vous avez 1 plus quelque chose de très petit qui est inférieur à 1, c'est comme si votre terme ici était égal à 1. Donc vous, entre guillemets, vous faites une fois 4s' qui est égal à 4s³, ça vous fait du 4s' carré égal à ça. D'accord ? Donc faites attention à ça. Regardez bien. Par contre, vous ne pouvez pas simplifier ici le S' parce qu'il est x4 élevé au cube. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Mais là, vous avez vraiment S' qui est plus petit que S, plus petit que 1. Donc forcément, vous tombez sur des toutes petites valeurs. Donc ce terme-là, il se simplifie en 1. D'accord ? Et donc à partir de là, si vous regardez, vous avez des 4 de chaque côté. Vous les simplifiez. Vous avez S' au carré qui est égal à S au cube, donc c'est-à-dire que S', il est égal à S puissance 3/2. Ça, c'est que des maths, d'accord ? Et si vous faites votre application numérique, la valeur de S, on l'a déterminée avant, vous tombez sur S' égale à 5,85 par 10-4 mol par litre. Voilà, donc là on est en cours, c'est pour ça que ça va beaucoup plus vite sur les explications. Je vous laisse reprendre ça tranquillement. Donc voilà un petit peu la démarche. Vous essayez d'exprimer tout ça et d'exprimer la nouvelle solubilité et l'ancienne. Si vous regardez, on est en 5,85 par 10-4. Tout à l'heure, on était à 7 par 10-3 en haut de l'écran, ici, là. Donc forcément, on l'avait déjà deviné avant, que S' était plus petit que S, mais là, on a vraiment la valeur. Donc on constate que la solubilité diminue avec l'addition d'eau commun. C'est-à-dire que si vous rajoutez des ions en commun, vous allez diminuer votre solubilité. C'est-à-dire que vous allez former du précipité. D'accord ? Il faut vraiment faire attention à ça. La solubilité, c'est pas la quantité de précipité qu'on va faire, justement. C'est la quantité de d'ions ou d'ions dans un complexe, tout ce qui est en phase aqueuse, en fait, que vous pouvez avoir dans votre milieu. Si vous rajoutez du précipité, votre ion il est plus en solution, donc c'est-à-dire qu'il est plus soluble, vous perdez en solubilité. D'accord ? Une autre question du style qu'on pourrait vous poser dans cet exercice, on pourrait vous dire, alors en cours, pour vous montrer ces petites valeurs-là, on est obligé de faire des petits exercices. Voilà, comme ça vous montre bien par calcul, ça vous pose les bases. On peut vous dire par exemple, 1 litre molaire, donc ça veut dire que vous avez 1 mol par litre, 2 BaF2, donc on garde toujours... non, on va changer, on va faire BaNO3, ce sera plus simple. 2 fois, on ajoute, on va faire l'inverse. Là, tout à l'heure, on avait rajouté le barium en ion commun, et là, on va rajouter autre chose. Vous allez voir. On ajoute 0,02 mol de NaF.
pourrait être la fin d'un exercice, par exemple. Et on peut vous dire BaF2 précipite, pardon. Voilà, on peut vous dire, vous avez du BaNO3, vous rajoutez 0,02 mol. Donc là, c'est vraiment, encore une fois, la démarche, hein, il faut vraiment prendre le coup. Vous avez au début une solution de BaNO3 2 fois. Vous lui rajoutez ici l'équilibre classique en fait. Vous avez du BaNO3 au tout début. Ce BaNO3, il va être en équilibre avec du Ba2+, plus de NO3 moins. D'accord ? Le deuxième équilibre qui peut se produire, c'est que vous rajoutez du NaF. Lui, ça va lui donner quoi ? Du Na+, plus du F-. Et on vous dit, en fait, il faudrait que vous fassiez un mix de tout ça. Il faut que votre BaF2, la question c'est est-ce que BaF2 va précipiter ? Et on sait que BaF2 précipite si, comme c'est BaF2, on va dire, voilà, on va aller plus vite, si votre quotient de réaction, d'accord, on va le définir après, il est plus grand que votre produit de solubilité. C'est-à-dire qu'on a dépassé la solubilité, on précipite. Et votre produit, votre quotient de réaction, qu'est-ce que c'est ? QR, il est égal à Ba2+, facteur de F- au carré. D'accord. Vous savez dans l'énoncé que Ba2+, est une solution molaire. D'accord. Donc ça fait 1 fois, et F de moins, on vous dit qu'on vous rajoute 0,02 mol au carré. Et donc ça, vous tombez sur un quotient de réaction qui est égal à 4 par 10 puissance moins 4. Et vous remarquez, donc le KS, on vous le donnait au tout début de l'énoncé, hein. Il était égal à combien votre KS ? Il était égal à 1,36 par 10 puissance moins 6. Donc vous voyez que c'est supérieur à votre KS, pour rappel qui était égal à 1,37 par 10 moins 6. Donc ça veut dire que vous avez dépassé votre constante de solubilité, votre produit de solubilité. Donc, conclusion, BaF2 précipite. Parce que vous êtes supérieur à ça. Précipite. Voilà. Donc ça peut être un exemple. Voilà, c'est juste pour vous montrer une petite finalité de ce qu'on peut faire. Ce qui est important de savoir, hein, de retenir ici, c'est que la solubilité, elle diminue avec l'addition d'un ion en commun. Surtout pour cette partie. D'accord ? Troisième influence que l'on peut observer. Alors vous êtes en solution aqueuse, hein, malheureusement, on va refaire un tout petit peu d'acide-base, forcément. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir voir ? Ça va être l'influence de votre pH. Donc on va vous montrer par exemple un petit exemple. Ici, on va faire le cas de la dissolution. D'un sel d'acide faible dans l'eau. Donc en milieu acide ou dans l'eau. Voilà, je vais vous montrer le milieu aqueux tout de suite. Voilà. Donc le sel d'acide faible en milieu acide, hein. Donc on va prendre le cas d'AgNO2, d'accord ? Ça va être l'exemple qu'on va prendre. Donc cet équilibre, vous avez deux façons de l'écrire. Ça veut dire que le classique AgNO2, clac, qui est solide, vous allez pouvoir faire du Ag2+, du Ag+, pardon, plus du NO2-. Ça, c'est l'équilibre qui définit votre produit de solubilité. Donc ça veut dire que c'est Ag+, et NO2-. Et un autre équilibre que vous allez pouvoir écrire, et ça c'est purement lié à votre côté acide-base, c'est-à-dire que NO2, alors je vais l'écrire dans l'autre sens, hein, c'est-à-dire que si vous voulez écrire une constante d'acidité, il va falloir en fait que votre NO2 soit acide. Donc ça veut dire que c'est du HNO2, d'accord, plus de l'eau, voilà, qui va vous donner
du NO2- plus H3O+. C'est-à-dire qu'il va libérer un ion H+. Vous pouvez l'écrire, moi je ne suis pas à cheval là-dessus, vous avez le droit de l'écrire HNO2, un petit peu trop d'espace entre mon H et mon NO2, en équilibre avec NO2- plus H+. Voilà. Ça vous évite d'avoir l'eau qui n'entre pas en compte dans les équilibres. Bref, ça c'est uniquement de la rapidité. Ça, c'est lié à votre chapitre acide-base, je ne reviens pas là-dessus, voilà, c'est pas le but de cette année. Si vous écrivez votre constante d'acidité, H3O+, pardon, ici, votre constante d'acidité, ça va être quoi? Ça va être votre quantité d'ion H3O+, fois NO2- sur HNO2. Voilà, l'eau n'entre pas en compte, hein, c'est le solvant, donc il y a une quantité incroyable, vous n'allez pas écrire la concentration en ion, la concentration en eau dans l'eau, c'est ridicule. Vous avez deux cas. Donc là, c'est tous les équilibres qu'on peut écrire. Donc, en milieu, dans l'eau pure, voilà, premier cas. Si vous êtes dans l'eau pure, donc que de l'H2O, vous n'avez pas d'H3O+, vous avez simplement Ag+, qui est égal la concentration d'ion Ag+, qui va être égale à la concentration de NO2-, parce que votre NO2- il reste sous forme ionique, NO2-. D'accord? Vous n'avez rien d'autre. Par contre, si vous êtes en milieu acide, c'est-à-dire si vous avez présence de cet ion H+, d'accord, la concentration en Ag+, elle sera égale à la somme des concentrations de toutes les espèces qui contiennent le fragment NO2. Donc ça veut dire que vous allez avoir du NO2- et une partie de cette NO2- va s'être transformée en HNO2, ce qui va être capable, ici, d'attraper un H acide. D'accord? Et rappelez-vous, hein, avec le Ka ici, vous pouvez, avec cette expression-là ici, vous pouvez ressortir une expression de HNO2 qui est égale à H3O+, et NO2- sur votre constante d'acidité. D'accord? Donc ça veut dire qu'en milieu acide, vous avez ce type d'équilibre-là. Donc très bien. Si vous avez ça, vous avez le droit d'écrire que, ici, Ag+, c'est la concentration en NO2- plus H3O+, NO2- sur K. D'accord? Ça, c'est la petite expression que j'ai mise en vert juste ici. Très bien, donc on continue. Ag+, si on factorise tout ça pour que ce soit un petit peu plus joli, c'est égal à la concentration en NO2- fois 1 plus, je suis un petit peu limite en hauteur, on va descendre un tout petit peu. Ici, vous pouvez factoriser par HNO2-. Donc, ça vous fait du NO2- facteur de 1 plus H3O+ sur K. Ok? De ça, ce que vous pouvez faire, c'est de ressortir des constantes que vous allez essayer. Alors, par exemple, on a déjà utilisé le Ka. On en est ici. Ce problème, pour avoir la solubilité ici, c'est difficile de la retrouver. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier de chaque côté par Ag+. Donc ça vous fait du Ag+. Alors Ag+ au carré égale à Ag+ NO2 moins facteur de 1 plus H3O+ sur K. Là, ce qu'on cherche à faire, c'est de faire ressortir à un moment l'expression de la solubilité. Et la solubilité, on l'a vu tout à l'heure, votre constante Ks, c'est Ag+ fois NO2-. Donc la façon de le faire ressortir ici, vous voyez, c'est en multipliant chaque côté par Ag+. Donc ça, vous reconnaissez votre Ks. Donc je vais le réécrire en dessous pour refaire une étape. Ça vous fait que votre Ag+ au carré, il est égal à votre Ks fois 1 plus H3O+ sur K.
D'accord? Ag+, quand vous écrivez votre équilibre, hein, Ag+, c'est la solubilité c'est S, parce que je vous rappelle, hein, si vous faites du Ag, qu'est-ce qu'on avait au début? AgNO2, voilà, pardon, solide, ça vous donne du Ag+, plus NO2-. Donc ça c'était S, et ça vous donne S et S. Donc c'est dire que Ag+, sa concentration, entre guillemets, c'est S. D'accord? Donc vous avez le droit d'écrire donc que Ag+, c'est S au carré, Ag+ au carré, c'est S au carré, qui va être égal à K, etc., etc. Donc, c'est-à-dire que je peux aller un peu plus vite. C'est-à-dire que S va être égal à racine, je vais la faire après, de 1 plus H3O plus sur Ka. Donc, racine de tout ça. Là où l'étape est un peu plus difficile, d'accord? C'est-à-dire que vous savez, grâce à vos équations chimiques, que la concentration en Ag+ est égale à S, la solubilité. Donc, S au carré, c'est égal à tout ça. Et donc, S, c'est la racine de tout ça. D'accord? Une petite chose un petit peu plus complexe, on va dire, qui va vous rappeler des souvenirs. Alors, soit vous laissez comme ça. Là, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas vraiment de pH. Soit vous vous rappelez, en fait, de l'expression de la concentration en H3 ou plus par rapport au pH. Rappelez-vous, pH, c'est égal à moins log de la concentration en H3 au plus. C'est la définition du pH. Donc forcément, si vous voulez ressortir votre H3O+ dans cette équation, S, il va être égal à, c'est un petit peu plus compliqué, hein, mais c'est KS, donc il y a toujours la racine, je la ferai à la fin, plus, si pH c'est moins log d'H3O+, H3O+, ça va être 10 puissance moins pH. D'accord? Sur Ka. Et le tout, racine de tout ça. On peut s'arrêter ici. Voilà. On a exprimé la solubilité en fonction du pH. D'accord? Et on remarque ici que S est grand si votre pH est petit, 10 puissance quelque chose de petit, moins quelque chose de petit, pardon, c'est plus petit que 10 puissance quelque chose, moins quelque chose de grand. D'accord. S est grand si pH est petit, on peut dire aussi, si vous reprenez l'expression au-dessus, hein, S est grand si H3O+ est grand. D'accord. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure que l'on ajoute des ions H3O+, donc ça veut dire on diminue le pH, je vous rappelle, hein. Et ben vous allez avoir NO2 qui se dissout. Ça veut dire que vous allez augmenter votre solubilité avec l'acidité de votre milieu. Si votre pH diminue, vous allez augmenter le S. D'accord? C'est une façon de le montrer, c'est de faire tout ce type de calcul. Donc voilà. Il y a des exemples, si ça peut vous amuser, hein, vous avez des exemples avec des diacides, des choses comme ça. D'accord? Là, on ne va pas le faire en cours, mais vous pouvez reprendre exactement le même raisonnement, hein, si vous voulez un exemple 2. Voilà. Celui-là, je ne vous le demanderai pas, hein. Si vous prenez l'exemple du carbonate de strontium, vous avez d'abord le KS qui peut être écrit. Alors, je vous ai dit, hein, je ne vous le fais pas, donc c'est-à-dire c'est SR CO3 qui est en équilibre avec SR de plus CO3 de moins. Vous avez la constante d'acidité 1 qui correspond à CO3 de moins plus H+, ça vous donne un HCO3 moins. Vous écrivez après votre constante d'acidité. Vous avez la deuxième constante d'acidité qui correspond, j'ai mis à CO3 de moins ici. Voilà. Vous avez la deuxième constante d'acidité qui est HCO3- plus H+, qui vous donne du
H2CO3. Et vous allez faire exactement le même calcul, mais là c'est beaucoup plus lourd. Pour ceux qui en ont vraiment envie, voilà, moi je le fais pas. Je vous préviens tout de suite, vous refaites la même démo, en fait à la fin vous tombez sur S qui est égal à ce type de choses. Au moins, pour ceux qui veulent l'essayer, allez-y. Voilà. Je ne le corrigerai pas, je vous donnerai pas la correction, ça voilà, on le fera pas. Si vous un jour vous en avez besoin de le savoir, vous l'avez. Ça vous donne une expression de ce type-là, qui est quand même beaucoup plus compliquée. Voilà, moi j'ai pas trop envie de vous perdre là-dessus. Je trouve pas que ce soit très intéressant. Voilà, vous retombez à la fin sur une expression de ce type-là. Et là, même chose, vous voyez quand même que la solubilité, elle est en fonction du 10 puissance moins pH et moins 2 pH. Là, ça se voit très clairement. S augmente si pH diminue. Et on est à la même conclusion. Voilà. Faire tout ça pour ça, moi ça m'intéresse pas. Voilà. Cet exemple 2, vous l'avez, c'est-à-dire que vous écrivez votre constante Ks, vous écrivez votre constance K1, Ka2, d'accord, et après vous repartez par exemple, voilà, je vais donner un petit coup de main pour ceux qui auraient envie de se torturer les méninges, que votre S, c'est égal à SR2+, d'accord, et SR2+, c'est la totalité de tout ce qui contient des ions CO3 de moins. Donc c'est-à-dire CO3 de moins plus HCO3- plus H2CO3. Et vous repartez de chaque expression, vous exprimez les K1, Ka2, vous multipliez de chaque côté par ce qui vous intéresse, d'accord, par exemple le SR2, et vous retombez à la fin sur l'expression que je vous ai montrée. Voilà. L'exemple 2, voilà, oubliez-le, il n'est pas important, pas de souci là-dessus. Ça, on passe à autre chose. Tchac. Dernière influence que l'on peut effectuer aujourd'hui, enfin étudier, pardon, 100%. Quatrièmement, je vais dégaler un peu, voilà, c'est l'influence de la complexation. D'accord, donc si votre ion se met à complexer, est-ce que la complexation va augmenter ce que vous pouvez faire? Alors, on va faire ça sous la forme d'un exercice comme toujours. Donc, exemple des ions Al3+, voilà, par exemple. L'exemple des ions Al3+, qu'est-ce que ça va être? Donc c'est, on vous dit, par addition d'une base forte, donc dans une solution d'ion Al3+, il se forme d'abord un précipité donc de ALOH 3 fois, donc ça c'est un énoncé, hein, qui se redissout dans un excès d'ion OH-. D'accord, donc la base forte ici, hein, c'est OH-. Voilà. En formant le complexe Al OH4-. D'accord, donc ça c'est votre énoncé. Par addition d'une base forte OH- dans une solution d'ion Al3+, on forme d'abord un précipité ALOH 3 fois, et il se redissout quand on a un excès d'ion OH- pour former ALOH 4 fois moins. Première question, c'est calculer les constantes des réactions. Alors on vous demande Al3+, par exemple, plus 3 OH-, en équilibre avec ALOH 3 fois. Donc ça c'est votre première réaction où vous allez former votre précipité. Et ALOH 3 fois, donc ça veut dire qu'une fois que vous avez précipité tout votre Al3+, vous allez rajouter un excès d'ion OH-, et là vous allez former votre complexe ALOH 4-. D'accord ?
vous avez formé votre ici complexe. On vous donne donc les données. Ça va être par exemple le PKS de AL OH 3 fois qui est égal à 32. Et on vous donne aussi le moins log de bêta, donc le P bêta, qui est égal à moins 35. Ça, c'est les données qu'on peut vous fournir. Donc, première question, calculer les constantes des réactions suivantes. Donc, je laisse ces réactions là-haut. Sur la première équation ici là-haut, hein, vous remarquez que cette réaction, hein, AL, alors je vais faire une petite étoile, voilà, donc la réaction AL3+, plus 3OH-, cette réaction-là, qui vous donne du ALOH 3 fois, c'est une réaction, en fait, c'est plus une réaction de dissolution, parce que vous n'êtes pas en train de dissoudre du ALOH 3 fois, vous êtes en train de le précipiter, ce qu'on appelle une réaction de précipitation. Elle va être définie par un K1, on appelle K1 complètement arbitrairement, et si vous regardez ça, c'est l'inverse de votre produit de solubilité. Parce que si vous écrivez le KS d'une réaction, normalement c'est ALOH 3 fois donne les ions constitutifs. AL3+, plus 3OH-. Et ça, c'est le KS. D'accord? Donc là, forcément, vous êtes sur l'inverse, vous êtes sur du 1 sur KS. Je retire ça pour faire un petit peu de place. Donc votre première constante de réaction, c'est du 1 sur KS. On vous donne le PKS, vous ouvrez le KS, ça vous fait du 10 puissance moins 32. Parce que le PKS, c'est moins log de KS, donc ça vous fait un 10 puissance moins 32. Un 10 puissance 32, pardon. Et après, vous faites du 1 sur KS, donc 10 puissance moins 32. Ok. La deuxième réaction, vous remarquez en fait que c'est une réaction de complexation. C'est-à-dire que vous avez un précipité, mais vous formez un complexe. D'accord? OH-, et vous formez votre complexe AL OH4-. C'est une réaction de précipitation, à partir d'une réaction de complexation à partir d'un précipité. Voilà, donc ça existe, il n'y a pas de souci. Et pour faire cette réaction, donc ça c'est une constante K2 qu'on ne peut pas encore définir, K2, voilà. C'est comme si en fait, au tout début, vous aviez votre ALOH 3 fois qui perdait la totalité de son AL3+, d'accord? Comme si vous faisiez une dissolution complète, on va dire ça comme ça, 3OH-. Donc ça c'est votre KS, c'est ce qu'on a écrit tout à l'heure, d'accord? Et qu'une fois ces ions Al3+ libérés, c'est comme si ils allaient prendre tout de suite, justement, 4 fois le OH- pour former votre AL OH 4 fois moins. Et si vous regardez, ça c'est votre constante de formation globale bêta 4. Ça veut dire que c'est votre ion qui vient attraper directement 4 ligands pour former, et ça c'est ce qu'on a vu dans le cours des complexations, c'est votre bêta 4. C'est-à-dire qu'il ne fait pas un ligand par un ligand, il fait les 4 d'un coup, c'est le bêta 4. Donc si vous faites le bilan de cette réaction, si vous regardez un petit peu, hein, vous avez du Al3+ de chaque côté ici. Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous fait en fait exactement ce qu'on vous demande. Du ALOH 3 fois, plus un OH-, parce que ici vous avez 4 et ici vous en avez 3, donc ça vous fait plus que 1. D'accord? Ça vous donne l'équilibre avec du ALOH 4 moins. C'est ce qu'on vous demande, c'est la constante K2 qu'on cherche à déterminer. Et donc, si vous vous rappelez le cours de précipitation, vous pouvez définir le K2 comme étant Ks fois bêta 4. Parce que vous faites la multiplication des constantes. Quand on a deux réactions ensuite comme ça, vous faites la multiplication des constantes. Votre Ks, on l'a vu tout à l'heure, il est égal à 10 puissance 32. PKS est égal à 32. D'accord? P bêta 4 c'est égal à 35, donc ça vous fait en gros du 10 puissance 3. C'est ça, ça vous fait du 10 puissance 35 moins 10 puissance 32. D'accord, donc ça vous fait du 10 puissance 3. Si vous faites... oui, c'est ça. K2 c'est égal à 10 puissance 3. Qui est très supérieur à 1 au passage, donc ça veut dire...
que la réaction est, toujours pareil, quasi totale. Donc ça veut dire on forme le complexe. Enfin, une façon de le voir, hein, c'est qu'une fois que vous avez précipité tout votre ALOH3, tout votre Al3+, sous la forme ALOH 3 fois, avec l'ajout de base en plus, vous allez former le complexe. On forme le complexe, hein, ALOH 4 fois ou moins. Voilà, vous avez déterminé vos deux constantes, vous êtes content. Deuxième question qu'on peut vous poser, on vous dit par exemple, la concentration en Al3+, elle était de 10 puissance moins 3 mol par litre. D'accord. Quels sont, et ça c'est important, les pH, on va y revenir, hein, de début et de fin de précipitation. Alors ça, c'est très classique. Hein. Déjà, on vous dit initialement, vous avez du L3+ à 10-3, et après on vous dit, alors, mol par litre, hein, ici, voilà, mol par litre, voilà. Et on vous dit quels sont les pH de début et de fin de précipitation. Alors déjà, on ne vous parle pas d'espèces, il faut regarder bien les mots. Début et de fin de précipitation. Qu'est-ce qui est le précipité ici? C'est du ALOH 3 fois. On a vu que l'autre, hein, c'était, ça c'est un solide, c'est un précipité. ALOH 4 fois moins, c'est un complexe. Donc lui, il est soluble. C'est-à-dire qu'on va regarder le ALOH 3 fois. D'accord? Donc on va regarder, on cherche à avoir les bornes, c'est-à-dire un domaine où le ALOH 3 fois va se mettre à précipiter et quand le ALOH 3 fois va finir de se précipiter. D'accord? Donc on cherche en premier lieu le pH de début de précipitation. Donc on va définir pH D par exemple, du début de précipitation. Et vous allez voir, en fait, c'est vrai que tout est lié, hein, précipitation. C'est-à-dire qu'on a déjà lié, nous, cette année, la précipitation avec la complexation. Là, en plus, on va commencer aussi à toucher à l'acide base. Vous allez voir, on va utiliser de plus en plus le pH dans les exercices notamment, et surtout dans les examens. Alors, le début de l'apparition du précipité, hein, le début du précipité, c'est quand? Et ben, c'est quand votre quotient de réaction, on peut mettre un petit R si vous voulez, il est égal ou supérieur à Ks. C'est-à-dire que jusqu'à Ks, tout est soluble, et après, dès que vous avez dépassé le Ks, votre précipité devient insoluble. Donc ça veut dire qu'il faut que votre Ks ne soit pas atteint. D'accord? Il faut qu'on soit plus petit ou égal que ça. Donc c'est OH moins au cube fois Al3+. D'accord? Ça, c'est votre réaction de dissolution. On commence à précipiter à partir du moment où votre QR est plus grand que votre Ks. Donc, si on veut le début de la précipitation, il faut qu'on soit au moment où on va avoir un Ks qui n'est pas encore atteint. D'accord? Et si vous faites ça, vous tombez sur la concentration en OH- supérieure ou égale. Il faut qu'on dépasse une certaine valeur de OH- et vous faites votre micmac. Ça vous fait une racine de Ks sur Al3+, racine cubique. D'accord? Je vais simplement passer l'Al3+ ici de l'autre côté, et j'ai fait la racine cubique. D'accord? Si vous faites l'application numérique, parce que la concentration en Al3+, on vous la donne, hein, au tout début, là, on vous dit que c'est du 10-3, ça vous fait un OH- qui est supérieur ou égal à 2,15 par 10-10 mol par litre. Alors, ça pourrait être, hein, on pourrait vous dire à partir de quelle concentration on a le début et la fin de la précipitation, avec quelle concentration de OH-. Le seul problème, c'est qu'ici, on vous demande un pH. Rappelez-vous, dans vos souvenirs, le produit ionique de l'eau, Ke, ça vient du chapitre acide base, hein, c'est votre concentration en H3O+, fois votre concentration en OH-. Et le Ke, il est égal à 10 puissance moins 14. Donc ça veut dire que pour trouver votre pH, il va vous falloir cette concentration en H3O+,
Donc vous avez votre concentration en H3O+, qui est égale à 10 puissance moins 14 sur la concentration en H- qu'on vient de déterminer. D'accord? Il faut, dans ce cas-là, alors, OH supérieur, donc ça devrait faire... Ouais, ça devrait faire ça. D'accord? À OH-. Donc le OH-, on l'a déjà déterminé, hein, c'est du 2,15 par 10 moins 10. Et si vous faites le calcul, au final, vous allez retomber sur une valeur de P2H3, etc. Sauf que le pH, c'est moins log de cette valeur-là. D'accord? Donc, le pH de début de précipitation, il va être supérieur ou égal à moins log de la valeur, ça je vais l'appeler x, voilà, de cette valeur x. Ce qui fait que votre pH de début de précipitation, vous allez tomber sur quelque chose de négatif, on va enlever le signe négatif, donc c'est le log de ce que vous allez trouver. D'accord? Et le log de ce que vous allez trouver, en fait, vous allez trouver une valeur... je vais le supprimer tout de suite. Tac. Moins log de tout ça, ça va vous faire 4,33. Donc ça vous fait moins 4,33. Donc ici, un pH négatif, c'est un peu compliqué. On inverse, donc ça vous fait un pH de début de précipitation qui est égal à 4,33. Vous voyez un petit peu la difficulté, c'est que on ne vous demande pas une concentration en ion hydroxyde pour le début de la précipitation, on vous demande un pH. Donc il faut revenir dans vos souvenirs d'acide base et exprimer ici le KE, qui est le produit ionique de l'eau. Donc ça va souvent vous être utile, hein. Retenez-le, ce KE, rappelez-vous, ici. KE, c'est H3+ fois OH-, 10 puissance moins 14. Et on termine ici l'influence de la complexation. On vous demande aussi le pH du coup de fin de précipitation. Donc le pH de fin de précipitation, on peut l'appeler pHF, donc de la fin de précipitation. Précipitation. Pardon. Quand est-ce que ce pH de fin de précipitation il a lieu? En fait, quand vous avez précipité tous vos ions, alors regardez bien la réaction, en gros, pour résumer, c'est que vous avez vos ions aluminium sous la forme ionique, vous rajoutez du OH-, vous allez tout précipiter sous la forme ALOH 3 fois, d'accord? Et si vous rajoutez encore du OH-, vous allez former le complexe ALOH 4 fois moins. Donc, on a vu que pour démarrer, votre pH était à 4,33. Et quand votre ALOH 3 fois arrête de précipiter, c'est le moment en fait où vous allez former du ALOH 4-. Donc en fait, c'est au moment où votre quotient de réaction il va être égal à la deuxième réaction, à votre K2. Je vais y arriver. D'accord? C'est à partir du moment où vous passez de ALOH 3 fois à ALOH 4 fois moins. Et rappelez-vous, hein, cette réaction 2, c'est celle-ci, au milieu de l'écran. Donc à partir du moment où vous allez consommer votre précipité, c'est qu'il a fini de précipiter. Vous avez tout votre Al3+, qui est passé sous forme de précipité, qui passe après sous forme de complexe, donc en solution. Donc votre K2, il est égal à ALOH 4 fois moins sur OH-. D'accord? Si vous reprenez l'équilibre défini par le K2 ici, on va y arriver. Voilà. Vous avez votre K2 qui est égal à la concentration ALOH 4 fois moins sur OH-. On ne tient pas compte ici d'ALOH, on ne le met pas ici, hein, le ALOH de data. Ça, on n'en tient pas compte parce que c'est un solide. Rappelez-vous, c'est un précipité. Donc, son activité est égale à 1, on n'en tient pas compte. Ne faites pas l'erreur. Hein. Ici, vous avez un complexe qui est soluble, donc il est en solution, on en tient compte dans les constantes. Ici, vous avez un précipité qui n'est pas soluble, on n'en tient pas compte dans les concentrations. On redescend. Donc ça, c'est votre K2. Et donc, facilement, ici, hein, vous pouvez en ressortir un OH-, qui va être égal à AL OH4- sur le K2. D'accord?
Ça vous fait du 10 puissance moins 6 mol par litre. Mais même chose, on ne vous demande pas une concentration de OH-, on vous demande le pH. Et donc si vous refaites la démarche avec le KE qui est égal à H3O+, OH-, ça c'est égal à 10 puissance moins 14, c'est une valeur fixe. D'accord. Donc vous avez votre H3O+, qui est égal à 10 puissance moins 14 sur, on vient de calculer 10 puissance moins 6, pardon. Donc ça vous fait 10 moins 14, donc moins 14 plus 6, ça vous fait du 10 puissance moins 8. Et vous passez ça en pH. pH c'est moins log de 10 puissance moins 8. D'accord. Et donc ça vous fait 8. Donc à partir du pH 8, vous avez terminé de précipiter tout ça. Et donc logiquement, on va vous demander derrière le domaine de prédominance et le domaine d'existence. Voilà. Donc, vous avez déterminé ça, donc la question 3. On peut vous demander en déduire le diagramme de prédominance. Donc prédominance, je vous rappelle, c'est pour tout ce qui est en solution, donc une adhésion à Al3+, et du complexe, donc AlOH4-, et le domaine d'existence. Alors, je peux modifier un petit peu, je peux dire en déduire le domaine de prédominance, voilà, le domaine de prédominance de Al3+ et AlOH3+, et le domaine d'existence, rappelez-vous, pour les solides on dit existence, du précipité AlOH 3 fois. Et donc là c'est tout simple, d'accord. On a fait toutes les démarches, l'exercice est terminé, il n'y a plus qu'à faire la conclusion, c'est-à-dire que vous prenez une échelle en pH, voilà, parce qu'on a tout calculé selon le pH. On avait déterminé ici à 4,33, on a déterminé deux bornes, 4,33 et 8. Vous savez, alors je fais des petits tac, voilà, qu'entre ces deux bornes-là, on commence à précipiter le AlOH 3 fois entre 4,33 et 8, et après 8, on forme le précipité. Donc AlOH 4 fois, moins. Et avant tout ça, on a du Al3+ libre. Et donc si vous remarquez, c'est que en ajoutant de la base, on diminue la solubilité en ajoutant, oui, c'est ça, de la base. On diminue la solubilité d'Al3+, d'accord, parce qu'on passe sous forme de précipité. Ça veut dire que votre Al3+ n'est plus en solution, il est sous forme précipité. Donc, en ajoutant de la base, on diminue la solubilité. Mais le seul problème, c'est que quand on continue d'ajouter de la base, on forme après le complexe. Donc, ça veut dire que l'ajout de base va diminuer votre solubilité, mais le fait que ça précipite ça complexe derrière, forme un complexe, et votre AlOH 4 fois, il va repasser en solution. Donc, en conclusion, sur cette partie, sur ce dernier facteur, la solubilité augmente avec la complexation. C'est-à-dire que, complexation, si votre AlOH 3 fois, il restait tel qu'il est, on aurait un précipité. Le seul problème, c'est que derrière, il va encore une fois précipiter. Complexer, pardon. C'est-à-dire qu'il va récupérer encore un OH et il va complexer. Ce qui fait que si vous n'aviez pas de complexation, vous perdriez tous vos Al3+ sous la forme d'un précipité. Là, ici, on a la complexation encore en plus derrière. Donc ça veut dire que votre Al3+ va repasser en solution sous la forme d'un complexe. D'accord. Donc le fait d'avoir une complexation, la solubilité augmente. D'accord. Donc 4 grandes choses aujourd'hui, 4 grands facteurs qu'on a vus aujourd'hui, d'accord. Le premier, la température. Donc la température, souvent, quand la température augmente, on augmente la solubilité. D'accord. Alors c'est pas tout le temps vrai, vous avez, c'est ce que je vous ai dit, vous pouvez avoir des réactions qui sont endo ou exothermiques, mais voilà. 90% du temps, c'est la première ici qui est vraie, donc à vérifier. Si on vous donne un delta H positif, la température en augmentant va faire monter la solubilité. Si on vous donne un delta H négatif, l'augmentation de la température va faire baisser la solubilité. C'est la seule qui soit vraiment
comment dire, pas spécialement sûr à 100%. Ensuite, si on ajoute des ions en commun, ça diminue la solubilité. La solubilité d'un sel diminue considérablement en présence d'une substance lorsque ces deux corps ont un ion en commun. Troisième facteur, la solubilité. Alors ça c'est ce qu'on a vu, elle diminue avec un ion en commun. Le troisième facteur ici c'est le pH. D'accord. Quand le pH est petit, on augmente la solubilité. Donc plus on est en milieu acide, plus on va pouvoir dissoudre, par exemple, alors là c'est dans le cas d'un ion qui peut attraper un H+. D'accord. Et la complexation, on a vu dans l'exemple ici que la complexation augmentait la solubilité. Donc voilà, 4 grandes valeurs. Préparez-vous, comprenez bien tout ce qui se passe là. Il y a peut-être, je vous demanderai peut-être un développement de ce style, on verra. Donc voilà pour ce cours, ça termine le cours de l'année, le cours donc des précipitations et le cours de chimie des solutions. Il nous reste 2 TD. Donc posez-moi vos questions par rapport à ce cours si vous en avez. Il y a certains développements qui ne sont pas faciles. Je vous invite réellement à réfléchir 1 fois, 2 fois, 3 fois, à vraiment vous dire, à vous poser les questions, pas juste vous dire, bon bah ça j'ai pas compris comment on passe de, par exemple, si je prends un exemple tout bête, j'ai pas compris comment on passe de cette expression-là, ici, de la S égale à ça, à S égale à ça. J'ai pas compris comment on est passé ici de ça à ça. Ça, je vous l'ai déjà dit dans le cours. Voilà, je ne vais pas le répéter. C'est en fonction, vous savez que le pH est moins log d'H3O+. Donc forcément, ça c'est que des maths. H3O+, par exemple, vous vous posez la question, ça fait du 10 puissance moins votre pH. C'est que des maths. Voilà. Essayez de si vous avez des questions comme ça, comment on est passé d'une étape à l'autre, si c'est que la chimie, c'est des maths. Donc la réponse ce sera la même, je vous dirais, c'est des maths. Le log c'est 10 puissance moins, etc. Donc voilà, pour la fin de ce cours, on termine avec les TD à la suite, aujourd'hui et la semaine suivante, on aura terminé avec ce cours. Votre évaluation est en janvier, d'ici là vous avez le temps, on en reparlera dans la suite de ces TD. Donc j'espère que ça a été, n'hésitez pas, envoyez-moi vos questions avant ce soir, et bon week-end à vous.